Article de François Mitterrand paru dans l'Express le 2 novembre 1955. Mais d'abord le contexte. Le 25 février 1955, Edgar Faure est investi par l'Assemblée nationale. Si la Tunisie, où Bourguiba fait une rentrée triomphale le 1er juin, est pacifiée, le Maroc vit à l'heure de la violence. Le 20 août 1955, second anniversaire de la déposition de Mohamed Ben Youssef, 49 Français, dont 15 enfants, sont massacrés aux mines de Ouedzem. Le gouvernement Edgar Faure entame avec les nationalistes marocains une négociation aux épisodes tragicomiques. Les pourparlers durent des mois. Finalement, le gouvernement obtient le départ du Maroc du sultan Ben Arafat, installé 2 ans auparavant par les soins de la France. Et le 6 novembre 1955, à la Celle Saint-Cloud, le sultan hier déposé, Mohamed Ben Youssef, devenu Mohamed V, signe avec Antoine Pinet, ministre des Affaires étrangères, une déclaration commune prévoyant des négociations ultérieures destinées à faire accéder le Maroc au stade d'État indépendant, uni à la France par les liens permanents d'une interdépendance dans l'indépendance. Le 16 novembre 1955, de retour à Rabat, Mohamed V règne au Maroc. Nous lisons donc l'article paru le 2 novembre 1955 dans le journal L'Express, écrit par François Mitterrand. Quand on vint le chercher au fond de son palais, il reposait pour la sieste. Il put quand même jeter une djellaba sur son pyjama, puis attendit debout, en compagnie de ses 2 fils, la face contre le mur. Des policiers, l'arme au poing, lui dirent alors de les suivre jusqu'à l'auto qui, démarrant aussitôt, fila vers l'aérodrome. Là, il fut poussé dans un avion militaire de transport au siège métallique. Un peu plus tard, quand les côtes du Maroc s'estompèrent, il se pencha vers le hublot et contempla le dernier cap de son royaume, noyé dans l'orgueilleuse lumière du plein été. L'avion prit de l'altitude et il eut froid. On lui trouva une couverture marquée par les gros chiffres noirs d'un matricule. À la même heure, le Conseil des ministres délibérait à Paris. Un interminable et vif échange de vues opposait les partisans et les adversaires de la déposition du sultan Si Mohamed Ben Youssef. Ces derniers allaient l'emporter lorsqu'on apprit que le coup d'État était chose accomplie. Le Maroc avait un nouveau souverain dont les hôtes de l'Élysée ne savaient pas encore le nom. Le préfet de la Corse accueillit ce jour-là un voyageur transi qui tenait à la main un écrin. Il fallut à l'estimable fonctionnaire beaucoup de courage et quelques précautions pour obtenir que l'écrin fût lui aussi visité, puisque tous les bagages devaient être fouillés. Et le lendemain matin, à Rabat, le résident général annonçait que la communauté franco-marocaine avait enfin trouvé la voie de la concorde et du progrès. Amère victoire. M. Antoine Pinet, interrompant ses travaux de Genève, est rentré hier en hâte pour recevoir comme il convient l'exilé que réclame un peuple enthousiaste. Avec quel bagage et sous le bénéfice de quel inventaire Mohamed V voudra-t-il maintenant accomplir l'ultime étape du retour? Quelle mission choisira-t-il pour lui-même? Celle de Diem ou celle de Bourguiba? Ainsi s'achève, en ce 1er novembre 1955, le périple autour de l'indépendance, commencé le 20 août 1953. Rabat, Ajaccio, Antsirabe, la Celle Saint-Cloud, du général Guillaume à M. Antoine Pinet. Il fut long aussi, le chemin qui mena de l'humiliation d'hier à notre angoisse d'aujourd'hui. Ce monarque qui rentre solennellement dans sa capitale, planté d'arcs de triomphe, à quoi rêve-t-il tandis que le peuple marocain l'acclame et que les grands de son royaume préparent leurs offrandes? D'un geste bienveillant, le voilà qui accueille et redresse ses pachas,
ses caïds et ses saints oulémas prosternés, soumis déjà aux exigences comme aux ordres du maître. Mais peut-il s'empêcher de faire le compte de la fidélité? Dans cette foule pressée qui murmure des prières et s'unit à sa gloire, où donc est celui qui refusait de signer sa déchéance? Où est celui qui s'exilait plutôt que d'assister à son abaissement? Où est celui qui sut attendre? Qu'importe, confondus, anonymes, les sujets de sa majesté Mohammed V, les fidèles et les infidèles, les amis et les traîtres, refont les rites de toujours. N'est-ce pas assez pour aujourd'hui? Dans un moment, le successeur de Lyautey sera là. Tous, il les a tous connus, les résidents généraux. D'un maréchal à l'autre, de ce Lyautey qu'enfant il admirait, dominateur vif, intelligent et fin, jusqu'à l'amateur de complots avortés et de coups d'État temporaires, il a pu faire le tour des hommes, des méthodes et même des politiques. Il y a 30 ans, la France était la protectrice respectée, mais il y a 12 ans, elle supportait sur le sol du Maghreb l'arbitrage de Roosevelt. Hier, elle ne supportait pas les accents d'un discours où l'indépendance apparaissait en filigrane, mais maintenant, elle abandonne sans discuter une indépendance que proclament 600 000 poitrines exaltées. Mais ce n'est pas le moment de méditer. De toutes parts montent des cris enthousiastes. La fièvre de la joie fait battre les tempes d'un peuple tout entier. Cela ressemble à de la colère. Il faut se presser d'accomplir comme il convient chaque heure de cette journée, qui est celle d'une restauration. Demain, on verra. Régner sans souvenir est peut-être plus difficile que régner sans espérance. Il y aura les passions, les rancunes, les haines, il y aura la fausse justice et les vrais châtiments. Il y aura le refus de la vengeance, mêlé au goût de la revanche. Il y aura les inévitables compagnons que la victoire ne guérit jamais des attentes de l'exil. Il y aura enfin les jours où les fastes retrouvés ne parviendront pas à chasser l'image d'une petite fille dans le hall vieillot d'un hôtel pour curistes et qui rendait au souverain déchu le simple hommage d'un rire d'enfant.